Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session, cet atelier exactement banque et assurance, autour d'une thématique que l'on va décliner pendant 7 heures, c'est celle de la manière dont le changement, de l'impact du changement climatique modifie notre analyse du risque, aussi bien sur les biens que les personnes. Nous avons avec nous 4 intervenants. On va commencer par présenter David Moncoulon de la CCR. Vous êtes directeur R&D modélisation à la CCR. Également Yannick Driff, vous êtes chargé de clientèle chez AON. Et nous avons un invité un peu spécial parce que vous allez apporter un éclairage complémentaire. C'est Jean Cordier. Vous êtes professeur émérite à l'Institut AgroParisTech et donc vous allez apporter un éclairage complémentaire sur ces risques liés notamment aux risques agricoles et à toutes les calamités agricoles, comme on peut les appeler, qui touchent les producteurs, les agriculteurs touchés par la sécheresse, par le gel, qui sont des nouveaux risques que l'on voit de plus en plus. Puisque cette table ronde, cet atelier se positionne un tout petit peu dans la continuité de ce qu'on avait pu réaliser l'an passé, une autre table ronde organisée par Jean-Luc Gauthier, qui est d'Esri France et qui est également présent dans cette table ronde et qui va modérer les différentes questions qui vont être posées par l'intermédiaire du chat. L'an passé, effectivement, nous avions eu ce même type d'exercice sur le changement climatique et les différents risques qui pouvaient être mis en place. On s'était dit qu'une année, on bouclait le sujet, et puis finalement, c'est pas le cas, parce que justement, chaque année amène son lot de catastrophes et d'événements climatiques majeurs. C'est à nouveau le cas cette année, et je pense que David Moncoulon, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu rapidement le bilan de cette année en termes de catastrophes naturelles, de changements climatiques majeurs qui a eu des impacts assez conséquents? Votre micro est déconnecté, David. Merci, pardon. Donc, alors c'est un peu tôt pour dresser le bilan de l'année 2021 parce qu'on est en pleine période des notamment avec donc on est toujours en vigilance renforcée côté CCR, mais pas uniquement bien sûr, pour surveiller ces épisodes qui sont souvent fréquents et qui causent des dommages considérables. Donc pour le moment, on va considérer qu'en France, cette année, l'année 2021, est une année plutôt sereine en termes de catastrophes. Donc là, depuis plusieurs années, on était dans un cycle important de sécheresse. Cet été semble être plus clément, mais pas forcément dans toute la France d'ailleurs. Dans la partie sud-ouest, on a toujours de la sécheresse. Par contre, ouais, sur l'été, dans l'ensemble, on est plutôt sur une année clémente. Mais en termes d'inondation, on a eu des épisodes importants tout de même. Mais par contre, c'est au-delà des frontières françaises que les événements ont été majeurs. Avec, moi, je pense particulièrement à deux événements, c'est-à-dire les inondations qui ont touché l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et une partie de la France en juillet cet été, et qui ont été catastrophiques tant du point de vue humain que du point de vue des dommages assurés ou des dommages économiques dans leur ensemble. Et d'autre part, les vagues d'incendie qui ont touché de nombreuses régions, la région méditerranéenne, en Grèce, en Italie, en Turquie, mais également de l'autre côté de l'Atlantique, en Californie. Donc ça, c'est des événements qui sont majeurs et qui ont des conséquences économiques significatives. Cette année, mais on va voir en fait tout à l'heure avec Jean Cordier qu'il y a d'autres événements qui ont touché particulièrement le monde des agriculteurs. C'est les épisodes de gel à répétition. Juste avant cela, est-ce que l'on peut savoir la manière
dont vous prenez en compte respectivement, puisque finalement, en fait, hein, chacun vous êtes concerné par le sujet. Le dernier rapport du GIEC, comment est-ce que vous l'intégrez? Est-ce qu'il a une modification directe et immédiate de vos perspectives, de vos analyses? C'est pour moi. Donc, Collégial, parce que je pense que vous avez tous amené votre rapport à ça. Mais ok, donc de notre côté, alors, on participe d'une façon générale à l'alimentation des connaissances sur les impacts du changement climatique en termes de dommages assurés. C'est une mission que porte la CCR et qui vient à la fois utiliser les résultats du GIEC et les modèles qui sont développés et utilisés dans les simulations du GIEC. Ça, on peut les utiliser en entrée de nos modèles pour calculer l'impact du changement climatique sur les dommages. Et d'autre part, donc à la fois on utilise ces résultats du GIEC, et notamment les scénarios qui sont produits avec leur probabilité de survenance, et d'autre part, on peut alimenter certaines réflexions, notamment sur ces questions de dommages assurés et d'impact économique du changement climatique. Donc c'est des travaux qu'on mène depuis un certain temps, et notamment, on pourra y revenir, je pense, sur l'agriculture avec Jean. juste sur quel scénario exactement par rapport à... Alors, on a commencé en 2015, lors de la COP 21, par travailler sur le RCP 4.5, qui était considéré comme, on va dire, qui correspondait aux objectifs que s'était fixé la COP 21. Donc, on est parti sur l'impact de ce scénario en 2050. Et depuis, on a étudié les conséquences du scénario 8.5, qui est plus pessimiste, qui correspond un peu à une stratégie de laisser faire en termes d'émissions dans le monde, mais qui malheureusement aujourd'hui correspond à la... En tout cas, pour le moment, les courbes d'émissions suivent plutôt ce scénario-là. Donc il est réaliste. Yannick Drift, de votre côté, est-ce que vous intégrez ce nouveau rapport, en fait, hein, cette nouvelle perspective posée par le rapport du... Oui, alors c'est en assurance de personnes, enfin, nous on est plutôt, focalisés sur la réassurance de personnes, mais ça couvre aussi le risque en assurance de personnes. C'est quelque chose qui a été pris en compte récemment, notamment en fait, dans le cadre de l'exercice, pilote climatique 2020 de l'ACPR, donc de l'autorité contre-prudentielle qui régule le marché de l'assurance et qui avait demandé et qui avait, donc si on peut le dire mandaté, à la fois la CCR côté, dommages aux biens et à la fois E.ON côté assurance de personnes, de proposer en fait des scénarios, basés sur les scénarios du GIEC. Donc là c'était le 8.5, pour, proposer donc, des scénarios afin de quantifier l'impact sur le marché de l'assurance. Et ça a été fait donc courant 2020 et les travaux ont été rendus, publics et agrégés 2021. Et donc oui, c'est quelque chose qui maintenant est rentré un petit peu dans les mœurs et dans les process, à savoir, quantifier un peu l'impact du changement climatique sur le risque de personnes. Sachant que les 2 scénarios qui ont été retenus, par la CPR, donc le régulateur, heu, parmi tous ceux qu'on avait proposés, c'est principalement tout ce qui est, les maladies qu'on appelle, vectorielles, c'est-à-dire l'épidémie de dengue, chikungunya, donc à travers le moustique tigre, puisqu'il y a un impact direct, par exemple, du réchauffement, climatique dans certaines zones, et la colonisation de ces moustiques et donc les maladies qui en découlent. Et le deuxième, c'est la pollution atmosphérique. C'est l'impact en fait, tout simplement, des épisodes, un peu de sécheresse sans pluie ou de fortes, canicules avec, des particules, pollution. Lorsque l'on définit quelque chose, un modèle, avec ces différentes données d'entrée, qu'est-ce qu'il faut veiller à ne pas faire en fait, il faut rester crédible. Est-ce qu'on peut récupérer autant d'éléments que l'on souhaite? Comment est-ce qu'il faut complexifier le modèle à outrance? Yannick? Alors moi moi de mon côté, je dirais que plus on complexifie le modèle,
moins on devient crédible sur le marché de l'assurance. C'est-à-dire que, complexifier le modèle le rend pas forcément, si ou meilleur. Heu, Parfois il faut, comment dire? Partir d'un modèle simple parce que c'est la première pierre à je pense, par exemple, le modèle, risque nucléaire en assurance de personnes qu'on est en train de développer. C'est typiquement une première pierre qu'on apporte à la réponse de l'assurabilité sur ce risque-là. Même chose quand on a développé les scénarios, dans le cadre de l'exercice pilote climatique de la CPR. Ça peut être des modèles, parfois simples, faits en partenariat avec des experts et qui sont, voués ensuite à être enrichis, mais pas du point de vue de la complexité, je dirais. Plutôt de la connaissance du risque et disons de cette, oui, de cette amélioration de la connaissance du risque plutôt. Per- Oui, allez-y, justement, j'allais vous poser la question en fait, hein, sur l'ajout de votre côté. Personnellement, je dirais que je ne travaille pas directement sur les derniers rapports du GIEC. J'ai la chance de travailler avec David Moncoulon qui lui est plus proche de ces questions. Et mon travail est plus micro. Je dirais que le GIEC pour moi c'est macro et je crois qu'il y a un certain nombre de marches à descendre pour arriver sur le terrain et arriver à la risk assessment, à l'analyse du risque climatique localement, qui est très différent d'un point à un autre. Parfois, dans certaines études, j'ai lu que l'élévation de la température accompagnée d'augmentation du CO2 dans l'air fait que la plante elle est très heureuse en fait et qu'on va avoir de meilleures récoltes et de meilleurs rendements. Ceci n'est pas du tout exact, ça c'est quand on regarde de très haut. Quand on regarde localement, en fait, ce sont les variations brusques de température, des événements un peu extrêmes locaux, parfois très limités dans le temps, qui ont des conséquences fortes sur les pertes de récolte. Donc, il y a besoin, alors, il faut suivre bien sûr et prendre en compte les modèles et les scénarios du GIEC, mais personnellement, je travaille plus localement sur l'impact local et même national, puisque l'assurabilité dépend de la capacité à mutualiser le risque. Alors vous travaillez spécifiquement à la problématique de risque et agricole et d'assurance agricole. Qu'est-ce qu'il faut prendre exactement en compte lorsqu'on analyse ces différents sujets? C'est quoi? C'est les risques tels qu'ils ont été exprimés, hein, le gel, la sécheresse, etc. C'est le rendement, c'est les impacts sur le prix, c'est quoi exactement? Alors moi, j'aborde le sujet de trois manières, si je puis dire. Première, c'est la façon la plus classique. Euh, les risques extrêmes augmentent en intensité et en fréquence. Et j'ai l'occasion, avec David, de diriger une thèse de Dorothée Capson-Bellis sur ces questions. Un travail qui va sortir bientôt, qui est très important, très intéressant. Donc je dirais que c'est un peu l'approche classique. Il y a un changement climatique, on essaye de voir le changement climatique et l'impact des risques extrêmes sur les rendements. Je dirais que c'est une première approche très très importante et on est loin d'avoir épuisé le sujet parce que, on va surtout en reparler, mais les résultats des assureurs ne sont pas excellents dans leur rapport CINI sur cotisation, donc il va bien falloir faire quelque chose. Deuxième approche, c'est de dire, c'est vraiment différent, c'est que la société demande de plus en plus des exigences concernant la santé humaine, ce qui est tout à fait normal, l'environnement, ce qui est aussi tout à fait normal. Donc on arrive vers des questions de suppression de certains traitements, type le glyphosate, ça fait quelques tirages de journaux il y a quelques mois, plus récemment des néonicotinoïdes donc, qui pénalisent ou qui peuvent, par un problème sanitaire, impacter sur les rendements. Mais le sanitaire étant lié au climatique, ça on le sait. Donc, climatique, sanitaire, on arrive sur des cultures en France qui vont présenter plus de risques du fait de la réglementation sociétale concernant la santé, tout ça. Donc, le deuxième aspect, c'est comment gérer ces risques nouveaux. Ce n'est pas seulement les risques climatiques en tendance, mais c'est d'autres types de risques. Et le troisième, c'est l'impact des pouvoirs publics sur les politiques de prévention et de gestion du risque, avec la relation privée-publique qui a beaucoup de mal à s'organiser, même si elle existe depuis des centaines d'années. Mais les risques augmentant, il faut trouver des nouvelles formules et on en parle beaucoup actuellement. Il y a même des projets de loi là-dessus.
Est-ce que c'est une aubaine? Puisque ces risques en fait, climatiques qui augmentent, tous ces prévisions qu'il faut faire par rapport à l'évolution des cultures, etc. Est-ce que ça veut dire en fait qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui s'assurent ou pas? Eh bien, en l'état actuel des choses, tout le monde sait qu'on dit le chiffre magique, c'est 30% des agriculteurs sont seulement assurés. Alors, ça dépend des secteurs. On monte à 32, 33 dans la viticulture. Il y a des valeurs ajoutées très fortes. Et on chute complètement dans les fruits, l'arboriculture, à 3%. Donc, c'est très variable, cette assurabilité. Et on pourrait penser qu'avec les risques qui augmentent, les gens devraient s'assurer plus. En plus, il y a des subventions aux primes. Les acteurs ne payent pas la prime pure commerciale, la prime commerciale dans son intégralité. Mais plusieurs fois, j'ai entendu des assureurs dire quand il y a un événement exceptionnel, les agriculteurs disent puisque ça a eu lieu l'année dernière, ça n'aura pas lieu l'année prochaine. Donc, je ne m'assure pas. Donc, il y a vraiment un problème de culture de la gestion du risque qui est insuffisante et sur lequel, entre guillemets, tout le monde doit travailler. Il faut y travailler au niveau académique pour comprendre. Il faut travailler au niveau technique, et sans doute qu'on parlera des SIG dans quelques minutes pour avoir leur rapport. Et puis, il faut travailler au niveau politique pour trouver les meilleures approches. Et je vais terminer sur ce point, je termine mon propos immédiat, sur le fait que quand l'État intervient trop souvent en plus, et c'est peut-être le cas actuellement, l'agriculteur se dit pourquoi s'assurer s'il suffit de tendre la main pour avoir des compensations. Donc, c'est ce qu'on appelle le dilemme du Samaritain. Faut-il sans arrêt aider l'agriculteur dans ses difficultés ou faut-il prendre des mesures de prévention, de gestion basées sur des techniques futures. Voilà. Donc, ça, c'est des questions du moment importantes et sur lesquelles j'ai le plaisir de travailler avec des partenaires dans différents banques, assurances, CCR et dans d'autres pays. C'est ce qui m'anime actuellement. Oui, parce qu'il y avait, pour rebondir là juste par rapport à votre dernier propos, il y a un côté paradoxal dans la situation, c'est que les agriculteurs s'assurent peu parce que si jamais ils sont assurés, ils ne seront peut-être pas indemnisés par l'État. Là, vous parlez de problèmes très pratiques, d'organisation et d'harmonisation des compensations publiques et privées qui sont parfois antagonistes et qui créent des problèmes sérieux auprès des agriculteurs qui disent je préfère être indemnisé par des calamités plutôt que par l'assurance. Et il y a des superpositions qui se font mal. Un des sujets du projet de loi, c'est justement d'éliminer ces overlaps très négatifs pour le développement de l'assurance. Mais c'est un point technique particulier qu'il faut absolument traiter pour avancer. Donc la coordination publique-privée est essentielle. Ce n'est pas seulement en France que ça se passe, c'est dans beaucoup de pays du monde. Et il faudra trouver dans le projet de loi que j'observe, que je suis, les bonnes orientations. Dites-nous justement un petit peu plus en fait sur ce projet de loi. Quel est son but? Quel est le calendrier qui en est fait? Il y a une question qui est posée juste à l'instant là sur le chat en disant est-ce que l'État est assureur en dernier ressort? Visiblement, c'est pas toujours le cas. Donc, avant cela, en fait, faites-nous une petite présentation sur ce qui est prévu normalement dans le cadre de ce projet de loi sur la gestion des risques agricoles. On vient de loin parce qu'en regardant un peu les textes de 1910-1920, je me suis aperçu que les assurances agricoles étaient financées par la Loterie nationale à un moment. C'était même une loi qui est passée. C'est historique, on n'est plus là. Bon, qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant? C'est que les assurances agricoles peuvent bénéficier de subventions publiques par les règlements européens. Pendant très longtemps, la France donnait des subventions sur des budgets d'État et maintenant, elle peut le faire sur des budgets européens. Donc, à part l'Espagne, beaucoup de pays européens utilisent cette aide, le budget européen pour financer. Donc, depuis 2005, il existe une multirisque. Donc, quand elle est au-delà de la grêle, au-delà du gel simple, des risques simples, mono-risques, vers du multirisque climatique. Et il y a une subvention de 100 millions par an, en gros. Et la dernière annonce un peu politique du président Macron, c'est de multiplier par 6, grosso modo, cette subvention publique. Alors,
pas seulement sur des aides d'État, parce que quelque part, les agriculteurs se disent, si on augmente les subventions par les aides européennes, on aura moins d'aides directes par un autre canal. Donc, il est préférable de regarder le fait que la nation aide, qu'il y ait une solidarité nationale, voilà, c'est chercher le mot, qui finance l'augmentation de la dotation de subvention. Alors, il y a un projet de loi qui doit sortir en janvier 2022, si j'ai bien lu ou si je suis bien informé, pour mise en œuvre en 2023, qui doit conduire à une augmentation significative du taux de diffusion de l'assurance. Alors, on peut en parler après de l'efficacité future de ce projet de loi. Je dirais simplement que d'après un certain nombre de calculs qu'on a pu faire sur le besoin de financement du risque climatique en l'état actuel des choses, ce n'est pas de 600 millions dont on aura besoin, mais c'est plutôt de l'ordre du milliard. Je ne reviens pas sur certaines études là-dessus. Donc, la puissance publique peut augmenter son argent de façon significative. Je ne pense pas que ce soit la seule solution. C'est efficace pour lancer les choses, mais il faut surtout qu'il y ait un relais de technologie pour prévenir les risques, mieux gérer les contrats d'assurance, éviter les fraudes éventuelles. Tout ça, il y a beaucoup de technologies qui sont à mobiliser. On reviendra hein, sur la problématique agricole avec tout ce que ça a eu comme et ça régulièrement on parle de gel, etc. Mais les agriculteurs sont des professionnels, mais ce sont aussi des personnes. Est-ce que Yannick, on peut reprendre la manière dont justement ce risque sécheresse a un impact sur les populations et donc est-ce que vous les intégrez en fait ces risques-là, des risques climatiques dans les projections que vous pouvez réaliser? Alors en assurance de personnes, les 2 principaux risques, je pense, au niveau de la sécheresse, ça serait, les problèmes de famine et les problèmes en France, pour l'instant, c'est pas tellement les sujets majeurs, que le marché de l'assurance, en tout cas ont ciblé. Ça le cas dans d'autres pays, en effet. Et ça induit, notamment des problèmes, donc ont des conséquences bien sûr sur, on va dire sur, l'aspect assurance de personnes et également sur, les mouvements de population, ce qui est beaucoup plus difficile à assurer, un peu, non ass mais de manière générale sur ce qu'a dit, Jean Cordier qui était très, très intéressant, c'est que le changement climatique, il a d'abord un premier impact, c'est que, disons, il n'y a plus tellement de ce qu'on pourrait appeler d'indépendance des risques. Elle est plus respectée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir, heu, des risques une corrélation entre certains risques, un effet cascade qui est difficile à quantifier pour l'instant, mais dont par exemple, je reviens sur, l'étude du régulateur qui est assez enrichissante, qui derrière, une augmentation des primes et on revient à cette problématique, qui a été développée, à l'instant, sur le partenariat public. Le sujet majeur, en fait, c'est l'assurabilité du risque. C'est est-ce que, à la suite de ce changement climatique, certains risques peuvent être, vu qu'ils ne sont plus incertains enfin, comment dire? Et dont l'équilibre financier n'est plus respecté, est-ce qu'ils sont, et là on passe par, cet exemple de partenariat, public-privé pour inciter les assureurs à couvrir ce risque. Sur la sécheresse, pour revenir sur ce point-là, comme je l'ai dit, c'est pas en France le sujet, majeur en l'état. On a la chance quand même d'être un pays développé avec un accès à l'eau potable, même si on a des problèmes de nappe phréatique dans certaines zones. Mais voilà, dans les projections, oui, ça reste une des disons des composantes à prendre en compte. Vous avez prononcé un mot sanitaire et on y reviendra un tout petit peu plus tard en abordant justement la crise du Covid hein, sur cet aspect-là. Avant cela, en fait, je rebondis sur quelque chose que vous venez juste de dire à l'instant, cette approche plus systématique
on n'est plus dans les risques pris de façon très isolée en silo. C'est quelque chose aussi que vous faites, David, à la CCR. Maintenant, vous avez cette vision un peu globale et cette interdépendance des risques entre eux. Oui, oui, en fait, effectivement, historiquement, les assureurs, enfin les modélisateurs dans le domaine de l'assurance avaient tendance à modéliser, parce que c'était aussi les limites de l'état de l'art pendant une longue période, à modéliser de manière indépendante le risque de survenance de chaque type d'aléa. Par exemple, on modélisait la sécheresse d'un côté et ses impacts. On avait un modèle inondation, par exemple, probabiliste de l'autre. On modélisait les dommages en catastrophe, dommages aux biens d'un côté, les dommages en agriculture de l'autre. Et on avait tout un tas de distribution de dommages avec des périodes de retour associées qui étaient indépendantes les unes des autres. Longtemps, on a fait cette hypothèse d'indépendance parce que c'était la seule qu'on pouvait faire pour résoudre ce problème de corrélation. Aujourd'hui, toutes les études qui sont faites dans le domaine du changement climatique montrent que on peut avoir, si on raisonne à l'échelle nationale, on peut avoir à la fois recrudescence des sécheresses et à la fois une augmentation de la fréquence des événements extrêmes de précipitation. Ce n'est pas du tout antinomique, bien au contraire, et c'est ce que montrent d'ailleurs tous les rapports du GIEC. Hein. Donc, si on veut étudier l'impact du changement climatique et avoir une vision prospective et savoir si, par exemple, dans notre cas, le régime CatNat sera capable de maintenir un équilibre en 2050, on ne peut pas raisonner risque par risque. Il faut raisonner sur l'évolution conjointe des périls entre eux. Et ça, c'est vrai que le GIEC nous a montré un peu la voie à suivre. Et aujourd'hui, par exemple, à la CCR, on essaye de brancher nos modèles indépendants, par exemple, de dommages inondations, de dommages sécheresse, de dommages agricoles, sur le même modèle climatique global, qui est celui de Météo France. Donc nous, on travaille beaucoup avec Météo France, qui a le modèle Arpège Climat, qu'on utilise pour simuler des centaines d'années de climat. Donc par exemple, on va se mettre en 2050 et on va simuler 400 années 2050. 400 fois l'année 2050. Donc ça donne une idée de toutes les sécheresses, inondations, submersions qui pourraient se produire en 2050. On a vraiment tout un panel de 2050. Et donc ça permet d'avoir à la fois une idée de l'incertitude autour du climat, parce qu'elle est importante quand on se projette dans le futur, mais aussi la corrélation des périls entre eux. Et comme on va travailler dans le cadre de la thèse dont a parlé Jean Cordier sur l'agriculture, en utilisant le même modèle climatique en entrée, on va avoir une réelle concordance entre les résultats, par exemple, qu'on va obtenir en catastrophe naturelle et les résultats qu'on va obtenir sur l'assurance récolte. Et là, on se rend compte qu'il y a un risque de cumul important, à la fois des périls entre eux, mais dans les différents secteurs qui peuvent être assurés. Donc ça, pour moi, c'est assez nouveau et c'est un progrès qui se généralise pas mal au sein des compagnies d'assurance et des courtiers et modélisateurs. Tout à l'heure qu'il y a peut-être de nouveaux risques qui vont se surajouter à tout cela, mais une réaction peut-être, Jean Cordier, à ce que l'on entend en fait sur cette approche nécessairement multirisque et pas forcément risque par risque. On est passé très rapidement tout à l'heure sur les épisodes de gel qui ont touché énormément de personnes en 2020. Ils ont géré la situation. Comment est-ce que la situation a été gérée sur ces, je crois, il y a eu épisodes qui ont particulièrement marqué de façon assez le monde agricole cette année. Oui, cet épisode de gel en 2021 ont affecté très sérieusement un certain nombre de récoltes, viticulture, même les grandes cultures, comme on dit, les céréales. Et quand je parlais du dilemme du Samaritain, j'ai fait la liste de toutes les catastrophes naturelles, les pertes de récoltes liées au climat depuis une dizaine d'années, jusqu'en 2021 et cet épisode de gel. Et ce qui m'a beaucoup surpris, ce n'est pas les pertes, ça c'est grave, il faut les prendre en compte, mais c'est la rapidité de réaction du personnel politique.
en 48 heures, il y avait 1 milliard sur la table et que la solidarité nationale allait intervenir. Donc, ne vous inquiétez pas, l'État assume. C'était le message. Donc, les risques climatiques augmentent, certes. L'action pour prévenir ces risques est importante, quitte à mieux diversifier les risques. On parlait de risque systémique. Pour l'assureur, effectivement, un risque de gel ou de sécheresse peut affecter très fortement son portefeuille parce qu'il a un grand nombre d'agriculteurs dans ce portefeuille. Mais l'agriculteur lui-même peut diversifier son risque. C'est-à-dire que le même risque climatique peut être grave pour telle plante, mais pas pour telle autre. Donc, l'action qu'il va falloir mener par rapport à l'évolution climatique, elle est multiple. Elle peut aller jusqu'à des modifications de production, enfin de type de production, des modifications d'organisation de la production, et enfin pour arriver jusqu'à des systèmes de compensation publique. Alors j'ai oublié de dire tout à l'heure quelque chose d'important, j'ai oublié de le dire, c'est que dans le projet de loi, on va vers un système un peu à l'américaine, qui consiste à dire la catastrophe, c'est l'État. Alors après, il faut définir la catastrophe, je suis d'accord, mais la catastrophe, c'est l'État. Il y a une autre tranche qui est plus, je dirais, de risque grave, qui doit être pris en compte par l'assurance. Et l'ambition, c'est de développer l'assurance en France. Et puis, il y a un risque normal, sage, que j'appelle sage, qui doit être pris en compte par les fonds propres, des réserves, des réserves de trésorerie, tout ça. Mais on voit se dessiner une meilleure distinction entre la catastrophe et le niveau assurable, qui serait l'avenir de l'assurabilité de la ferme France. Privatiser encore un peu plus les différents risques alors? Alors, privatiser une tranche de risque, oui, pour arriver à une couverture beaucoup plus forte que 30%, et faire en sorte que les pertes tout à fait catastrophiques, alors 50% de pertes par exemple, ce qui est le cas aux États-Unis, 50% de pertes aux États-Unis, ça coûte $100 par exploitation, c'est-à-dire rien. Par contre, après, vous avez des assurances qui fonctionnent avec un système un peu différent de celui de la France, très subventionné par la puissance publique, avec des rachats de franchises subventionnés, avec des échelles, tout ça. Donc, moi, je sens se dessiner une vision de partage beaucoup plus claire entre le public et le privé, et c'est indispensable. Vous évoquiez un peu plus d'1 milliard, je crois, qui avait été débloqué là. C'est un petit peu l'argent magique, mais ça tombait bien parce que c'était très aligné avec une autre crise qui avait lieu, c'était la crise Covid. Est-ce que Yannick, on peut revenir sur cette crise Covid que vous citiez tout à l'heure, la crise sanitaire? En quoi est-ce qu'elle a modifié les prédictions de l'assurance des personnes? Est-ce que juste c'est une nouvelle notion qui est apparue là? Est-ce qu'il y en a d'autres facteurs qui pourraient s'ajouter encore? Alors sur la crise Covid, l'enseignement qu'on en tire, c'est que, de manière générale, je ne parle pas de la population, mais de la population assurée, ça a été un non-événement dans le sens où, la majeure partie des décès étaient des personnes âgées, heu, donc généralement en dehors de la plupart des couvertures d'assurance, si ce n'est en santé, mais c'était pas des actifs qui sont sur des contrats de prévoyance, collectifs, individuels, travailleurs non ou autres. L'enseignement qu'on en tire également, c'est que, il y a eu des effets comme le confinement, des mesures dérogatoires venant du gouvernement qui ont totalement bouleversé un peu disons d'une part l'aspect modélisation qu'on avait. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était sur des modélisations, et ça rejoint ce que disait, David Moncoulot tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut faire évoluer les modèles et prendre en compte certains impacts comme, le confinement. Mais, d'un point de vue modèle, voilà, il y a des nouveaux paramètres qui sont à prendre en compte, notamment le fait qu'aujourd'hui, une pandémie n'a pas forcément un impact, majeur ou exclusif, mais on a aussi la problématique des arrêts de travail. C'est-à-dire des personnes qui nécessitent une hospitalisation ou qui nécessitent d'être en confinement chez eux, pour raison médicale. Et heu et là, sur le marché de l'assurance, c'est plutôt sur cette dérive-là, au niveau des arrêts de travail, qu'on s'est penché, notamment pendant la crise et après, puisque ça continue, hein. Il y a le baromètre de Malakoff Humanis
qui traduit puis, le nombre d'arrêts de travail qui sont liés à la Covid. Et en ce qui concerne, donc toutes ces maladies, on pourrait dire un peu respiratoires, puisque c'est le principal, ennemi de l'être humain, c'est ce qui le touche en tout cas le plus. C'est que sur, l'indépendance des risques dont on parlait tout à l'heure, on a vu, beaucoup d'études revenir sur, l'exposition aux pollutions et le syndrome respiratoire lié à la Covid-19. C'est-à-dire que, vous avez, bien entendu, un effet un peu, d'aggravation. On l'avait vu avec les problèmes de comorbidité, mais aussi avec, cette exposition, que ce soit aux particules fines ou à d'autres, pollutions atmosphériques qui viennent aggraver en fait, certains symptômes. Et ça, typiquement, du point de vue de l'assurance et de la gestion des risques, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. C'est-à-dire de se dire, une personne qui, est exposée à des virus, respiratoires, dit vulgairement, ne va peut-être pas réagir de la même manière si elle se trouve en rase campagne, qu'en plein cœur de Paris pendant la canicule et les pics de pollution. Cette crise-là, elle a fait, apparaître aussi, quelque chose de totalement inédit. C'était ce confinement qui a amené les gens à télétravailler, à rester chez eux, à ne pas se déplacer. Ça a modifié complètement des idées, globales et forcément ça a dû modifier vos modèles. Oui, 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 bah, tout à fait, ça a même modifié un peu, je pense, puisque, les nouveaux risques qui ont émergé du télétravail, on le voit toujours dans ce baromètre pardon de Malakoff, Humanis, ça a été, les problèmes, musculo-squelettiques liés en fait à la position de travail, chez soi et les mauvaises positions en fait de travail, les risques psychosociaux. Et on remarque qu'il y a eu maintenant une ouverture au niveau des mutuelles sur la prise en charge de consultations, pour problèmes psychologiques de plus en plus, comme on avait vu à l'époque, l'ouverture aussi, par ostéopathie. Donc oui, ça il y a des, comment dire? Il y a des évolutions qui sont faites, ça a influencé sur notre société, notre façon un peu de vivre et l'assurance se doit de suivre cette évolution. Est-ce que la CCR, en fait, a intégré justement cette nouvelle dimension autour, bah, du télétravail, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait ou que vous pourriez être amené à faire? Alors, on a intégré la dimension télétravail dans l'entreprise, ça oui. Avec alors, c'est vrai que la crise sanitaire a eu des conséquences également en termes d'organisation des entreprises, à favoriser le télétravail et à mettre à disposition des salariés la possibilité justement de télétravailler. Et on s'est rendu compte au tout début de la crise que ce n'était pas forcément le cas partout. Il y a eu des entreprises qui ont eu des difficultés à démarrer en termes de télétravail, et puis au bout d'un certain temps, le télétravail s'est généralisé et voilà, et les serveurs, par exemple, de connexion à distance, qui avaient tendance à beaucoup saturer au début, bah, maintenant fonctionnent beaucoup mieux. Je pense qu'il y a des capacités qui ont été mises à disposition. Et donc, ça a quelque part un peu révolutionné, enfin, en tout cas, c'est une révolution du monde du travail. Et effectivement, ça peut avoir des conséquences si on s'intéresse, par exemple, aux conséquences des événements climatiques sur les dommages aux biens. Quand on pense perte d'exploitation, c'est ce qui était un des postes en fait, de coûts très, très important. Si on réfléchit par exemple à la crue de la Seine en région parisienne, qui est estimée aujourd'hui à plus d'une trentaine de milliards d'euros de dommages, ce qui est énorme. Hein. C'est une grande partie de ces pertes sont des pertes d'exploitation, c'est-à-dire des entreprises qui cessent leur activité pendant un certain temps parce qu'elles sont inondées ou touchées par les intempéries. Et il y a aussi une partie des pertes d'exploitation qui sont même indirectes, c'est-à-dire le fait d'avoir une coupure d'électricité sur toute la région Île-de-France. Ben, on imagine les conséquences en termes de perte d'exploitation des entreprises si ces coupures durent longtemps. En fait. Et également pour les problèmes de transport. Et c'est vrai que dans ces domaines-là, le fait de favoriser le télétravail va permettre sans doute de réduire dans un certain nombre de domaines d'activité, pas tous évidemment, mais dans un certain nombre de domaines d'activité, on va réduire l'exposition
en ne concentrant pas tous les salariés au sein d'un même siège, qui pourraient être pour le coup inondés ou subir des coupures, et qui, par le fait d'avoir des gens qui peuvent travailler à distance, permet sans doute de réduire les risques de perte d'exploitation. Donc ça, c'est effectivement un des aspects qui n'est pas encore aujourd'hui, parce que c'est quand même très récent, qui n'est pas encore aujourd'hui intégré dans nos modèles, mais c'est des pistes qu'on va creuser. Yannick, vous pourriez compléter. Est-ce que dans ces modèles, vous pourriez les faire évoluer dans d'autres cas de figure encore, isoler Alors, les travailleurs jour et nuit, par exemple? oui, 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 on le fait déjà. On le fait déjà. Ça rejoint ce qu'a dit David, hein. Par exemple, quand il s'agit d'un risque de concentration, mettons un ensemble de salariés qui sont assurés dans le quartier d'affaires de la Défense. Le télétravail, le non présentiel a vraiment diminué, alors par 30 20 40 tout dépend des politiques de télétravail, mais l'exposition. Et ça, lorsqu'on calibre en fait une structure de réassurance ou qu'on quantifie un risque à travers cette exposition, parce que souvent on a tous en tête le World Trade Center et le 11 septembre 2001, donc c'est devenu un scénario majeur de référence quand des concentrations dans les tours, ça vient totalement diminuer le risque. En fait, de se dire en effet que la majeure partie des salariés sont chez eux ou sur d'autres sites, hein, multisites, mais souvent maintenant chez eux, quand il s'agit du secteur des services, à travailler. Et donc ça a déjà été pris en compte dans nos modèles de façon continue, mais ça, c'est vrai que ça s'accélère. C'est-à-dire qu'on voit cette diminution de concentration et d'effectifs, en tout cas dans le secteur des services pour les clients qui sont dans ce secteur-là. Au niveau des scénarios jour-nuit, Pardon, excusez-moi. allez-y. Oui, juste Non, les non. scénarios jour-nuit. En effet, ça c'est une autre composante dans les scénarios jour-nuit, qu'on appliquait, notamment dans la présentation qu'on avait fait l'année dernière sur les ruptures de barrage. Oui, maintenant on est obligé de prendre en compte, de quantifier en fait la sinistralité, si, la majeure partie des salariés, donc le localisation, particulier et ensuite professionnel. Et ça, c'est des données en fait complémentaires qu'on demande maintenant aux clients pour faire cette sensibilité-là. Aussi, toute une partie et la CCR est la première à communiquer, à mettre des efforts là-dessus pour essayer de. On t'entend plus, Xavier. Oui, je m'excuse, j'ai une coupure de son. Oh, moi aussi. Xavier, est-ce que tu peux démuter ton... Tu nous entends, Xavier? On va reprendre, hein, parce que on est au moins deux, donc je Est-ce que déduis vous m'entendez? qu'on est assez revenu. Oui, Il y c'est a une, il y a revenu, une pardon. petite interruption. Est-ce que tu peux reprendre ta question, s'il te plaît? Oui, c'était à l'adresse de David, hein, par rapport à la CCR, en fait, hein, qui a un axe de communication, de pédagogie assez fort. On voit qu'il est maintenant de plus en plus diffusé. On voit qu'il y a de plus en plus des collectivités qui se mettent à faire de la prévention, même y compris sur des risques un peu plus mineurs, un peu plus anecdotiques. Vous en avez plusieurs exemples, je crois, en tête. Oui, alors donc c'est vrai que la CCR, depuis quelques années, développe ses activités dans le domaine de l'appui à la prévention. Donc on travaille pour cela avec le ministère de la Transition écologique et via aussi des conventions qu'on peut mettre en place avec des collectivités locales, donc des établissements publics de bassin, par exemple. Et l'idée, c'est de participer ou de construire des analyses coûts-bénéfices de la prévention. Parce que c'est un point clé en fait des politiques de prévention, c'est 1 euro investi dans la construction d'ouvrages de protection, combien cela peut faire économiser en termes de dommages, si on s'intéresse qu'aux dommages. Bien sûr, il y a avant tout le risque sur les vies, mais en tout cas, les analyses coûts-bénéfices s'appuient sur sur les dommages. Et l'apport de CCR dans ce domaine, c'est la modélisation des impacts des catastrophes. Et justement, on parlait du changement climatique. L'idée, c'est de construire des analyses coûts-bénéfices qui tiennent compte de l'évolution du climat. Et donc, pour ça, on va
on va utiliser nos modèles justement de projection pour travailler sur ces analyses avec les collectivités. Jean, on a d'une façon globale peut parler de SIG tout au long de cette conférence, en fait, de cet atelier. C'était le but, d'élargir un tout petit peu le débat, et vous en êtes une preuve, en fait, d'amener d'autres acteurs pour essayer de comprendre un peu plus la problématique d'une façon plus large. Mais est-ce que vous utilisez les systèmes d'information, ces modèles dont David vient de parler, Yannick en a parlé aussi, est-ce que vous les utilisez ou pas? Alors, d'ores et déjà, on utilise effectivement les données géospatiales. Enfin, moi, j'ai l'occasion de... je participe à ce qu'on appelle le comité des indices, qui est demandé par Bruxelles pour accepter les subventions publiques à des assurances indicielles. Qui dit indiciel dit des données géo, de satellites. Et je ne suis pas directement impliqué dedans, mais j'observe comment la précision de la reconnaissance des pertes progresse, tout simplement. Il faut, entre la donnée géographique, géospatiale, et la perte sur le terrain, il y a une corrélation de plus en plus forte, et donc il y a des progrès importants qui sont faits. Donc, tous les systèmes que j'observe, que je connais, que je vois des gens travailler avec, me permettent de penser et de croire fondamentalement que, par exemple, la prime commerciale de l'assureur peut être améliorée, être réduite par de nombreuses méthodes et de nombreux modèles d'analyse, tant pour la prévention, l'alerte, la précision de la prime par rapport à la situation géographique. C'est donc éviter l'antisélection, comme on dit en assurance. Quand j'y suis, je dis que ça peut éviter également l'aléa moral. Donc, sujet très classique. Mais donc, il est, entre la théorie économique, je dirais, et la capacité technique, on voit que l'évolution technique apporte ou peut apporter, et même apporte, je veux le dire, parce que c'est pas demain, c'est aujourd'hui, apporte déjà des progrès importants qui devraient se poursuivre. D'après ce que je comprends de l'évolution de ces systèmes, on va encore progresser sur ce genre de choses. Donc, que ce soit la prévention, que ce soit la qualité de la prime de risque proposée aux assurés, ou bien la gestion de l'aléa et des sinistres, on a des marges de progrès qui me semblent importantes et indispensables pour compenser l'élévation des risques naturels qu'on anticipe. Je ne sais pas si je suis clair, mais Oui, oui, il y a pas de souci. Avant de prendre les questions, en fait, qui sont posées au fur et à mesure, et il y en a plusieurs qui sont à votre adresse, Jean Cordier. Je voudrais, donc, avant que Jean-Luc puisse les poser, je voudrais juste qu'on aborde un dernier point. On l'a vu tout au long de vos interventions, que est-ce que ça aura forcément un impact sur l'augmentation des primes d'assurance? Je pense que oui. Et comment est-ce qu'on pourrait y remédier? Alors, c'est d'une façon un peu collégiale que je pose la question. On va peut-être commencer par David. Comment est-ce qu'on pourrait avoir? Merci beaucoup. Donc, effectivement, c'est une très bonne question. Enfin, c'est le nerf de la guerre, le montant de la prime en assurance. Aujourd'hui, dans le régime catastrophe naturelle en France, qui est un cas particulier dans le monde, je le précise, le montant de la prime est fixé par l'État. Donc, depuis 1982, la création du régime, là, ce montant de surprime, c'est une surprime sur la prime dommage, est fixé par l'État. Et du coup, elle est aujourd'hui à 12% de la prime dommage, et elle n'a pas évolué depuis un certain nombre d'années. Est-ce qu'elle évoluera dans le futur? C'est tout
c'est toute la question des études prospectives que l'on mène, c'est de savoir si, face à la recrudescence des événements naturels, le régime CatNat français peut faire face aux sinistres de demain. Donc nous, on n'a évidemment pas la décision de modification de cette prime d'assurance, puisqu'elle est étatique. Donc on mène des études prospectives, on étudie la sinistralité future, et ensuite on fournit à la fois à l'État et aux assureurs les éléments de nos simulations, qui sont ensuite pris en compte pour des réflexions sur la possibilité d'une réforme du régime et potentiellement d'évolution de cette prime. Mais rien n'est prévu aujourd'hui, je préfère rassurer tout le monde, c'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, l'idée, c'est nous, ce qu'on a conclu dans notre étude, c'est que le régime des catastrophes naturelles ferait face à l'augmentation de la sinistralité future, à condition de mettre l'accent sur la prévention des risques et notamment de prendre en compte justement l'évolution du climat dans les politiques de prévention. Et c'est pour ça que c'est un des axes de développement du plan stratégique de CCR, c'est de travailler de plus en plus avec les organismes de prévention. L'idée, c'est de limiter les sinistres plutôt que d'augmenter les primes. Alors, vous nous rassurez d'un côté, mais alors je ne suis pas sûr que tout le monde soit aussi rassuré. Yannick, qu'en est-il du côté des risques tranquille? Alors sur les risques à la personne, je pense qu'il y aura une augmentation des primes d'assurance. En tout cas, le rapport de la CPR pour 2050 prévoit de manière confondue pour le marché de l'assurance une augmentation, enfin des primes d'assurance multipliées par 2 ou 3 d'ici 2050, sur la base des travaux préliminaires qui ont été faits, hein. Oui, on s'attend à une hausse en assurance de personnes, des primes d'assurance. C'est le cas pour les mutuelles santé, enfin en tout cas l'assurance santé, puisque avec le 100% santé, beaucoup d'une part disent cette réforme devient peu comment dire, absorbable et nécessite une retarification vers la hausse. Et forcément, on dirait c'est un peu logique et mathématique dans le sens où lorsqu'on dit que la fréquence et l'intensité des catastrophes augmentent, qu'on voit qu'aujourd'hui, rien que des inondations en Allemagne et Belgique peuvent faire plus de 190 morts, alors que ça faisait quand même assez longtemps qu'en Europe de l'Ouest, on n'avait pas vu un nombre aussi important de décès pour des inondations. Oui, il va y avoir disons une retarification de la prime pure. La clé, c'est toujours celui de l'assurabilité dont on a parlé tout à l'heure, c'est de se dire: «Est-ce que les assureurs, voudront toujours porter certains risques, sachant qu'ils ne sont plus incertains, sachant que, ils sont directement quantifiables, mais comme on le disait dans l'équilibre financier, peu profitable pour eux?» Et c'est là où, ce que disait Jean Cordier encore tout à l'heure, c'est ce partenariat public-privé, qu'il faudra voir, la création peut-être de pools et ou tout simplement, et je pense que c'est l'un des meilleurs moyens, c'est la prévention. Ce que disait David, ça passe par la prévention pour éviter justement d'aller un peu, tête baissée dans l'exposition à ce risque-là. Ouais, une très, très bonne nouvelle, d'avoir un doublement des primes, d'ici quelques années. Est-ce que, Jean-Luc, on peut prendre peut-être, quelques questions qui ont été posées, par ceux qui assistent à cette table ronde, pour, Oui, oui, une question qui a été posée assez tôt, parce qu'en fait, tout ce que, vous avez pu nous décrire, nous exposer, Jean, Yannick et David, à travers vos différentes analyses, l'évolution de la connaissance du risque, le fait de prendre, de nouveaux facteurs pour enrichir les modèles, par exemple. Tout ça sous-tend en fait de l'apport d'informations, de technologies, dont la géo. Et une question qui a été posée très tôt par Maxwell, c'est: comment évaluez-vous l'apport des géomaticiens ou ingénieurs SIG dans les différentes études ou scénarios que vous citez? Est-ce que du côté de David, par exemple, Oui, en fait, l'apport est majeur, c'est-à-dire qu'on est passé d'une analyse purement statistique des données d'assurance, uniquement en termes de coûts de sinistre et de primes de police d'assurance. On est passé d'une analyse statistique depuis, je dirais, presque 10 ans maintenant, à une étude vraiment locale, géolocalisée des sinistres, des aléas, avec une modélisation de plus en plus fine. Par exemple, les modèles d'aléas sont aujourd'hui à des résolutions de 25, 50 mètres, voire 20 mètres, 10 mètres par endroit. Et donc,
avoir la capacité de prédire une hauteur d'eau inondée à 10 mètres de résolution nécessite en face d'avoir des données de localisation des biens de plus en plus précises. Et donc, tous nos modèles aujourd'hui, tous, c'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille beaucoup avec Esri, et tous nos modèles s'appuient sur une géomatique, des SIG de plus en plus puissants, et alors à la fois qui alimentent les modèles en données, et à la fois qui servent en sortie de modélisation, qui servent à produire des éléments visuels de communication qui permettent beaucoup plus facilement de discuter et de montrer des résultats que des tableaux de chiffres. Donc ça reste, aujourd'hui, c'est complètement imbriqué, la modélisation et le SIG dans ces domaines-là. C'est-à-dire que vous allez aussi avoir des besoins technologiques de plus en plus importants, l'intelligence artificielle, pour pouvoir traiter ce volume de données de plus en plus considérable. Exactement. Donc, les questions de cloud, d'intelligence artificielle, de lien avec les SIG, toujours pour des questions de traitement géographique de la donnée, de questions de restitution, de partage avec des acteurs extérieurs via des technologies web qui permettent d'utiliser, par exemple, ArcGIS Online ou ce genre de choses. Nous, on s'en sert beaucoup, de plus en plus, et c'est vraiment au cœur de nos travaux. Oui, moi je vais réagir parce que bon, je pense que tout ce que dit David, c'est extrêmement important. Je voudrais rajouter une idée, c'est que, parce qu'on a eu ce problème, nous deux, c'est le problème de croisement. Il faut croiser souvent des bases de données, il faut savoir les récupérer l'information de différentes origines. Et quand on travaille public-privé, on tombe sur un problème qui n'a pas été évoqué, qui est très pratique, c'est la question du secret. Les pouvoirs publics possèdent de très très bonnes données qu'il s'agit de croiser avec des données géospatiales, tout ça. Et là, ce croisement n'est pas toujours évident. Moi, je travaille actuellement sur tout simplement le croisement des données qu'on appelle télépac, c'est-à-dire les déclarations d'assolement d'agriculteurs, donc parcelle par parcelle, ce qui est extrêmement important, par rapport à des données de pixels géographiques avec des éléments climatiques, tout ça. Tout ça paraît peut-être simple sur le papier, mais la mise en œuvre pratique pour quelqu'un qui travaille sur les données n'est pas toujours évident et on se heurte à des problèmes publics-privés originaux qu'il va falloir traiter. C'était un avis complémentaire, un commentaire complémentaire. C'est-à-dire que là, tu fais appel, Jean, à la culture du partage. Si on caricature un petit peu, le fait de dire qu'en Europe, par exemple, même si l'open data se développe, on a une culture naturelle, spontanée du partage de la donnée, moins développée que dans le monde anglo-saxon. C'est ce à quoi tu fais allusion? Alors, je réfléchis au monde anglo-saxon, mais enfin, je connais un peu les États-Unis. Oui, là-bas, les bases de données se croisent très facilement. J'ai eu l'occasion d'utiliser beaucoup de données météorologiques durant l'été et j'ai appris que beaucoup de données étaient américaines parce que pour les Américains, comme le citoyen, le contribuable a payé les données, elles sont disponibles gratuitement. Dans beaucoup d'autres domaines où la France, où les pouvoirs publics français ou des parapublics créent de l'information, après, soit c'est un secret, soit c'est payant, c'est plus compliqué. Il est certain qu'aux États-Unis, on dispose de données gratuites. Sur le principe, le contribuable a payé une fois, il ne faut pas qu'il paye deux fois. Et c'est pratique. Le principe de données souveraines ayant fait un grand pas en début d'année avec l'ouverture côté IGN, comme du côté de beaucoup d'acteurs de la donnée, par exemple Suisse Topo aussi en Suisse, poursuit maintenant ce même type de données. Peut-être juste pour le petit dernier mot de la fin, parce que vous n'avez pas réagi, Yannick, par rapport à ce besoin technologique qu'on a de plus en plus pour brasser de plus en plus de données. Vous avez affaire aussi, comme l'a dit David, à de l'intelligence artificielle, à du big data, à du cloud pour pouvoir gérer tout ça? Alors, nous déjà à la base, dans la personne, on utilise beaucoup de données biométriques, parce que c'est inhérent au risque qu'on couvre. Ensuite, on a utilisé l'ASIG pour modéliser tout ce qui était catastrophe, parce que ça a été pris en compte au fur et à mesure. Il faut savoir que l'assurance de personnes de ce côté-là est un peu, je dirais, en retard ou moins mature que les dommages aux biens. Ensuite, en ce qui concerne tout ce qui est big data, oui, de plus en plus en fait. Donc, alors, c'est très long.
hein. Je dis pas qu'on est à la pointe dessus, mais oui, de plus en plus, on cherche à récolter, à exploiter de l'information, notamment pour affiner nos modèles, affiner aussi toutes nos données biométriques et on le voit sur le marché énormément avec tout ce qui est la tarification, l'e-sélection, tarification médicale ou autre, où justement, l'information, disponible, alors là plutôt privée par les sociétés d'assurance, est une mine d'or en fait, pour, ne serait-ce pour un Écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce débat qui s'achève maintenant. Merci à Jean Cordier de nous avoir apporté cet éclairage spécifique hein, sur le risque agricole. Et, on verra peut-être l'année prochaine de nouveaux intervenants comme ça qui viendront amener de l'eau au moulin de réflexion que peuvent avoir les assureurs en l'occurrence. Peut-être le mot de conclusion et puis la sortie de ce live éventuellement de votre côté. Très simplement et d'abord remercier nos intervenants parce que c'est toujours précieux d'avoir ce type d'éclairage et comme tu l'as dit Xavier, on a essayé d'enrichir avec notamment l'aspect agricole. Simplement peut-être aussi confirmer que le fait de toujours vouloir affiner la connaissance du risque, ça reste une préoccupation importante, partagée par tous les acteurs du secteur de l'assurance, de biens, de personnes, y compris des réassureurs. La géo, bien sûr, permet d'intégrer tout ça. Et ce qui a été également évoqué tout à l'heure, la technologie évolue et elle prend de plus en plus compte ces grands volumes de données, de facteurs supplémentaires à intégrer. Également une aide à prédire des évolutions des modèles. Et donc là, c'est toute la partie IA qui intervient. Donc voilà, la techno suit aussi les besoins d'une meilleure connaissance partagée du risque de biens et de personnes en prenant en compte les différents impacts liés au dérèglement climatique. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir.